Je rappelle que personne n'est contre l'amour. Je ne sais pas quelle sera votre manière de dire oui à l'amour, mais je rappelle qu'on dit tous et toutes oui à l'écoute active, passionnée, brûlante, incandescente, contradictoire de votre République tous les matins à Avignon, dans les jardins. Et c'est vrai que cet Avignon 2015, ça restera tissé de cette trame-là de l'être ensemble grâce à votre République. Alors, à vous pour l'amour. Oui, on peut partir de Platon, après tout. Platon est tout de même celui qui dit dans la République elle-même que celui qui n'a jamais aimé ne peut pas être philosophe. C'est un énoncé explicite de Platon. Donc, entre la philosophie et l'amour, il y a un lien originel. Enfin, c'est le fondateur de la philosophie, proprement, qui déclare que l'amour est une condition de la philosophie. Et on voit bien ce qu'il veut dire. Il veut dire que celui qui n'est pas capable d'amour, c'est celui qui n'est pas capable d'accepter que la vie d'un autre fasse absolument partie de sa propre vie. Que sa propre vie soit au défi d'accepter non pas telle ou telle particularité convenable de l'autre, mais l'autre tel qu'il est, comme dira Platon d'ailleurs, en son entier. C'est un passage qui a été lu d'ailleurs ici et qui dit quand on aime quelqu'un, eh bien, on l'aime, on doit l'aimer en son entier. Si ce n'est pas en son entier, si c'est partiellement, si c'est à raison de certaines de ses caractéristiques, on ne parlera pas vraiment d'amour, on parlera d'autre chose, éventuellement de désir de l'objet. Mais... Donc l'amour est présent aux origines de la philosophie dans la dimension d'une épreuve, dans la dimension tendue d'une épreuve. Platon ne dit pas du tout que l'amour c'est facile, ça va de soi. Oui, vous disiez, alors, tout le monde est pour l'amour, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Parce que c'est aussi une épreuve. C'est une épreuve difficile. C'est pas le soin infirmier de l'autre, l'amour. On sait que c'est aussi, et pas nécessairement, mais que c'est aussi la possibilité d'une tragédie. On dit souvent la politique ou même la science font beaucoup de dégâts, mais je voudrais rappeler que l'amour aussi. Hein. Au fond, les cadavres de l'amour ont aussi jonché la terre. Et le meurtre passionnel, comme on l'appelait, c'était d'ailleurs assez étrangement une circonstance atténuante. Quand vous tuez quelqu'un par amour, c'est une circonstance atténuante. Comme si la justice jugeait que l'épreuve est telle que, somme toute, on peut admettre qu'elle soit insoutenable à un moment donné. Et cette figure de l'amour, cette figure comme tension exceptionnelle, j'ai soutenu qu'elle était à ce point singulière qu'elle n'était peut-être pas absolument homogène au monde contemporain. Si on admet que le monde contemporain est avant tout le monde de la consommation, en quelque sorte, le monde de la satisfaction du consommateur, l'amour est hétérogène. Parce que l'amour, ce n'est pas une consommation, c'est une rencontre radicale de l'altérité. Et c'est ce sentiment très étrange qui fait que l'altérité, quelle qu'elle soit, à un moment donné, l'altérité de quelqu'un devient une sorte d'exigence intérieure de quelqu'un d'autre. Et ça n'est pas non plus en termes de possession ou de contrat. Bien sûr, après, il peut y avoir le mariage arrangé, tout ce que vous voulez, mais ça, tout le monde sait depuis longtemps que ça n'est pas l'amour, justement. Alors, je passais à propos de dire oui. Hein. C'est très particulier parce que c'est surtout quand on se marie qu'on dit oui. Ça. Acceptez-vous de prendre pour épouse
mademoiselle un-tel, oui. Mais là, on dit oui à un contrat. On n'est pas sûr que c'est à l'amour qu'on dit oui. C'est un oui officiel. Mais le oui véritable de l'amour, c'est le oui non officiel. C'est le oui intime et essentiel. Et ce oui-là, que je défends ici, c'est un oui dont aujourd'hui on pourrait soupçonner qu'il est trop périlleux, qu'il dérange trop l'existence, qu'il vous soumet à l'autre d'une manière inacceptable, que d'une certaine façon, l'amour soit une aliénation. Si on prend aliénation, dépendance au regard de l'autre. Comment imaginer un amour dans lequel on ne dépendrait absolument pas de l'autre? Il faudrait le formater, l'autre. Il faudrait bien constater sur Internet qu'il est exactement semblable à vous, qu'il a les mêmes goûts, qu'il aime les mêmes choses, qu'il ne va jamais vous faire d'histoire, qu'il n'est pas jaloux, mais qu'il n'est pas non plus complaisant, qu'il est fidèle, mais qu'il n'est pas obsédé, qu'il a besoin de vous, mais pas trop. À la liste de ces conditions répondrait un amour formaté et plausible que l'on pourrait consommer. Au fond, tout le monde sait que c'est une recherche en un certain sens creuse et inutile, parce que rien ne vaut le ravage de la rencontre. Rien ne vaut le ravage de la rencontre. Et rien ne vaut le oui terrible qu'on va dire à cette rencontre. Et ce oui se dit « je vous aime », sous 1000 formes différentes. Mais c'est comme ça qu'il se dit. Et vous savez très bien que déjà, prendre le risque d'être le premier des deux à le dire, c'est une affaire considérable. Tout le théâtre de Marivaux est bâti là-dessus. Qui le premier va s'avancer dans le risque de dire « je vous aime ». Il y a des jeux extrêmement subtils pour essayer d'éviter que ce soit vous, malgré tout. C'est-à-dire, dans cette crainte du dire oui, le premier. Alors, après, quand l'autre a dit oui, quand elle a dit « je vous aime », alors vous dites oui au oui. Enfin, c'est un oui plus abrité, parce que c'est un oui qui est abrité par le oui de l'autre. Et vous êtes en quelque sorte enveloppé, caché par le oui de l'autre, et vous dites, si tu m'aimes, je t'aime. Exactement. Exactement. Et donc, l'amour commence par ce jeu intense et réglé de la question du oui, qui finalement enveloppe en réalité, du point de vue philosophique, la conviction qu'il faut, en un certain sens, dire oui à l'amour. Mais dire oui à l'amour, c'est pas une conception idéologique ou abstraite. Dire oui à l'amour, c'est accepter pleinement et entièrement, dans la figure hasardeuse et en un certain sens incalculable de la rencontre, accepter le péril, le risque, la tension, et aussi le sublime bonheur, absolument, de l'aventure amoureuse, qui est une aventure. Parce qu'en plus, on pourrait soutenir que, après tout, quand il y avait le mariage arrangé, que vous étiez déjà marié à 12 ans avec la cousine par la voie matrilinéaire, hein, comme l'ethnologie nous l'apprend. On peut penser que lorsqu'il y avait les épousailles réelles, vous connaissiez assez bien votre partenaire. Ça, c'était possible. Vous l'aviez, elle faisait partie de votre entourage, elle vous avait été présentée, on connaissait ses parents, etc. Et ça, c'était peut-être non amoureux, mais c'était matrimonial. Le second oui, le oui officiel, dominait le premier oui et même pouvait s'en passer. Mais dans la rencontre amoureuse proprement dite, le phénomène stupéfiant, c'est que pratiquement, quand vous êtes en train de dire oui, vous ne savez pas grand-chose de l'autre, à vrai dire. Il va y avoir souvent une très longue aventure, des décennies, une vie entière, mais à l'ouverture de la chose, vous êtes aussi dans le péril que cet autre vous a fasciné en tant qu'autre, mais souvent dans une ignorance très grande de ce qu'il est.
Alors après, il va falloir se débrouiller avec le fait que vous habitez avec lui. Il n'a pas le même goût concernant les édredons, et il ne veut pas aller au même endroit que vous, et il adore pêcher à la ligne tous les dimanches, mais vous, ça vous embête, etc., etc., etc. Et l'amour, c'est l'amour tel que je le conçois, c'est de trouver le cheminement du oui, c'est-à-dire la réitération du oui. Pas le oui premier, magnifique et risqué de la déclaration d'amour. L'amour n'est pas qu'une déclaration, l'amour c'est un processus, c'est une durée, c'est la construction d'une durée. Et cette durée, elle est aussi la durée dans un élément qui est un élément largement inconnu. Surtout que je crois qu'il y a de bonnes raisons philosophiques de soutenir que, à certains égards, tout individu est une infinité, et que toute différence, de ce point de vue-là, est aussi infinie. C'est-à-dire, si proche que l'autre soit de vous, à la fin des fins, il y a toujours un moment où il n'est absolument pas vous. Et c'est ce absolument autre que l'amour va affronter dans la construction d'une durée. Alors à ce moment-là, c'est pour ça que je dirais, pour répondre précisément à la question qui est ici posée, dans cette affaire de l'amour, il y a 3 oui différents. Plus le oui philosophique, qui est le 4e, comme toujours, il vient toujours à la fin, lui. Il y a 3 oui différents. Je ne les donne pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre d'importance ascendante. Il y a le oui officiel. Il y a le oui officiel, qui d'ailleurs peut prendre une forme non officielle. Hein. On peut passer devant le maire, on peut n'y pas passer, mais il y a quand même toujours un oui officiel, que j'appellerais le oui de l'installation. C'est le oui où on s'installe, où l'amour est installé, accepte son installation. C'est souvent le oui à une cohabitation prolongée, le oui à un partage d'activités ordinaires, etc. Ça, c'est le oui officiel, et il est très important à sa manière. Il y a le oui créateur, le premier oui, le oui qui scelle la rencontre comme acceptation. Dans le moment où vous dites oui à l'aventure primordiale que va être l'amour. Et puis, il y a le oui obstiné, qui est le 3e, qui est le oui qui réitère le premier oui, enfin le second plutôt, le oui de la déclaration à l'intérieur du oui officiel. Et c'est celui qui compte, à mon avis, à la fin des fins. Parce qu'on ne peut pas ramener l'amour à l'épreuve poétique et fondamentale du risque de la rencontre. L'amour est une procédure de vérité dans mon jargon, c'est-à-dire quelque chose qui construit une temporalité. Quelque chose qui construit une temporalité, et je dirais même, en définitive, contrairement au schéma que vous connaissez bien, on se rend compte, c'est formidable, ça dure un moment, et puis ça tombe. Contrairement à ce schéma traditionnel de la déshérence amoureuse, je pense que l'amour construit une durée ascendante. Ascendante, non pas dans tel ou tel domaine, le désir sexuel, etc., mais ascendante du point de vue du mouvement général de reconnaissance de l'altérité de l'autre et d'intériorisation de l'altérité de l'autre. C'est pourquoi ce qui est magnifique, ce sont ces amours qui durent, ce sont ces amours de personnes âgées, ce sont ces amours de gens qui ont conçu et pensé leur propre vie dans la durée, dans la connexion à la vie de l'autre. Naturellement, pour qu'il y ait ce oui-là, il faut qu'il y ait en tout cas le oui de l'inauguration. Alors ce sont ces 3 oui constitutifs de la procédure amoureuse. C'est à l'ensemble de ces 3 oui que la philosophie doit dire oui, et que Platon disait oui, parce que la philosophie doit reconnaître que là, il se passe quelque chose d'unique. Et quelle est cette chose unique ? Cette chose unique, c'est l'épreuve radicale de la construction d'une temporalité de la différence. C'est la construction d'une différence absolue, intense, et cependant, d'une certaine manière, enregistrée comme une nécessité commune. Et par conséquent aussi, l'amour, et c'est pour ça que ça requiert une durée, l'amour, c'est la construction d'un monde commun. Le monde de ceux qui s'aiment est la construction d'un monde commun. Et
j'ai souvent avancé la formule selon laquelle l'amour était le communisme minimal, le plus petit communisme, le communisme à deux. Le communisme à des millions, on a vu qu'il y avait encore du chemin à faire. Mais commençons au moins par le communisme à deux. C'est déjà si difficile, après tout. Tenons bon sur le communisme à deux. Disons oui à ce communisme minuscule. Voilà. Merci Alain. Merci beaucoup. J'avais 3 questions à vous poser. Je sais que vous utilisez le mail, donc je sais que vous connaissez très bien Internet. Est-ce que vous connaissez ce site d'échange où les filles peuvent aller chercher des mecs dans des caddies? Et puis elles les prennent dans le caddie ou elles les jettent. Est-ce que ça, c'est le communisme minimal? C'est même pas le communisme vénal, ça c'est le capitalisme pur et dur. Hein, c'est... Si on est dans le capitalisme pur et dur, et en plus là, si ce sont les filles qui mettent les becs dans les... Ça n'existe pas pour les garçons, c'est que pour les filles. C'est même le capitalisme progressiste, l'émancipation féminine dans toute sa splendeur finale. Et bien là, je dirais, oui, ça c'est l'autre voie. C'est celle... c'est une caricature, naturellement, mais c'est une caricature de ce que représente, à la fin des fins, la renonciation, le fait de ne pas dire oui à l'amour. Il faut se rendre compte, l'amour est menacé aujourd'hui parce que le contexte commercial lui est hétérogène. Si vous commencez à vous demander quel va être votre taux de satisfaction, est-ce que je serai satisfait à 65%? Est-ce que je serai, alors que l'autre, lui, sera satisfait à 70%? Alors, si vous commencez à... vous savez très bien que c'est pas, il n'y aura pas d'amour. Il n'y aura pas d'amour. L'amour n'est pas contractuel, le mariage est contractuel, mais l'amour n'est pas contractuel, c'est la raison pour laquelle il y a eu tant de littérature sur la contradiction entre amour et mariage. Toute la littérature classique est dominée, au fond, par le fait que ceux qui s'aiment, c'est autre chose que ceux qu'on veut marier ensemble. La comédie classique est presque entièrement de ce sujet. Ça prouve à quel point c'était important pour les gens, je veux dire en passant. Les jeunes gens qui veulent s'aimer, qui s'aiment, etc. Donc, si on va dans le sens de la commercialisation, de la contractualisation, du système des avantages réciproques, du pourcentage d'intérêt qu'on a dans cette affaire, l'amour sera un jour ou l'autre tué, et pourquoi pas alors en faire une affaire de supermarché. Le grand love au néon. Vous trouvez là-dedans tout ce qu'il vous faut. Alors on peut l'emporter dans un panier aussi, pourquoi pas. Comment avez-vous perçu les manifestations contre le mariage pour tous? Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de l'ordre d'un symptôme dans notre société? Ça, c'est évident, c'est une évidence. Mais est-ce que ce symptôme peut être vu de façon positive et de façon risquée? Il est divisé, comme tout symptôme, d'ailleurs. Tout symptôme a une interprétation équivoque. D'une part, c'est un symptôme quand même de reconnaissance de l'amour, après tout. À savoir que l'amour n'a pas d'égard particulier au fait de la différence des sexes. Nous savons parfaitement que 2 hommes ou 2 femmes peuvent tomber amoureux de l'autre. Nous connaissons des exemples. Ça existe, c'est un fait. Alors est-ce qu'on va dire non, c'est pas l'amour, etc. Non, on ne le peut pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la dimension de la reconnaissance de l'amour en tant qu'assomption de la différence dans la construction d'un monde commun peut s'étendre aux formes variées du désir sexuel proprement dit. Donc ça, c'est la reconnaissance, c'est positif, ça. D'un autre côté, cette reconnaissance de l'amour, dans la figure de la reconnaissance du droit au mariage, dans ces mêmes conditions, ça porte sur le premier oui, ça. Voilà. Ça porte sur le premier oui, sur le oui officiel. Alors oui, pourquoi pas? Puisque on a des exemples des 2 autres oui, on peut aussi donner le premier, finalement, à qui le demande.
personnellement, je pense que ça c'est bien. Ça, c'est bien. Ça peut être aussi un cadeau empoisonné. Ça peut être un cadeau empoisonné parce que dans toute l'histoire, et homosexualité ou pas, les grandes figures de l'amour ont été aussi des figures transgressives, des figures qui s'arrachaient aux lois du monde. Ce n'étaient pas des figures paisibles et convenables. Ça, c'était le mariage familial. Mais l'amour, c'est bien, toutes les grandes histoires d'amour, c'est des histoires qui sont des histoires en contradiction avec la norme sociale existante. Les amants les plus connus, Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, tout ça, eh bien, c'est l'amour comme figure transgressive et quasiment révolutionnaire. C'est-à-dire, le communisme à deux, eh bien, il s'oppose, comme tout communisme, à l'ambiance sociale, hiérarchique et stratifiée de l'organisation commune. Donc, le mariage, là-dedans, c'est aussi dire bon, ben, d'accord, voilà, tout ça est très bien, et de se dire par en dessous, bon, une transgression de moins, hein, une transgression de moins. Et on peut penser les deux en même temps. Et j'ai des amis concernés par cette loi qui pensent tantôt une chose, tantôt l'autre. Tantôt, cette reconnaissance, on en avait besoin, on devait sortir quand même de l'atmosphère du ghetto clandestin, etc., etc. Mais aussi, ce que nous portions comme allégorie de la transgression, comme figure qui n'est pas normale, d'une certaine façon, comme figure qui scandalise, on nous normalise. Or, la normalisation, s'agissant de l'amour, c'est toujours un péril. C'est toujours un péril parce que l'épreuve chimiquement pure de l'amour, c'est quand même toujours lorsqu'il y a une dimension transgressive qui en fait partie. Et ensuite, la construction du monde commun, c'est la construction d'un monde à part. Et là, je protège et je suis partisan de l'intimité en ce sens-là. On ne peut pas exiger que le monde de l'amour soit un monde confondu et homogène au monde de la norme sociale. Non, il y a toujours quelque chose d'intime dans la reconnaissance minimale du commun, qui est le monde amoureux, et elle doit aussi être protégée. Elle doit être protégée, mais si elle est à part, si c'est un autre monde, c'est quand même une transgression et une différence, et tout ce qui la normalise est périlleux aussi. Donc, peut-être à la fin des fins, ce qui serait mieux, c'est le mariage pour personne. Alors justement, vous avez très bien décrit tout à l'heure les trois oui. Vous avez très bien dit que quand on va à la mairie pour se marier, on ne dit pas oui à l'amour, on dit oui à l'installation. Or, depuis quelque temps, il y a une furieuse envie de mariage. Il y a le mariage pour tous, on ne peut que s'en féliciter, même si peut-être c'est une atteinte à la transgression de l'idée même de l'amour. Mais il y a aussi une furieuse envie de mariage du côté des jeunes générations. Comment expliquez-vous cette espèce de contagion de mariage? Est-ce que là aussi, c'est un symptôme de normalisation de notre société? Moi, je fais partie d'une génération, quand on s'aimait, c'était l'horreur d'aller se marier. Eh bien, et oui, là, voilà, nos enfants, ils veulent se marier, c'est indispensable pour eux. Le monde a changé. Quelle est la signification de cette transformation de l'amour? Est-ce une définition est-ce une transformation de la définition même et de l'essence même de l'amour? Je crois que c'est sans que les jeunes puissent s'en rendre clairement compte. C'est un des aspects d'un passionné et inconscient désir de sécurité. C'est le sécuritaire qui gagne, là. L'époque dont vous parlez était une époque, on le sait bien, c'était une époque révoltée, c'était une époque anarchisante. De plein emploi. C'était une époque transgressive, et c'était par ailleurs, c'est ce que j'allais vous dire, aussi, par en dessous, une époque de sécurité. Les deux à la fois. Et la sécurité permettait, il faut bien l'avouer, la révolte à bon compte.
quand vous étiez certain que quoi que vous fassiez, vous allez trouver un travail simplement en vous baladant dans la rue, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et je pense que affronter l'existence à deux est aujourd'hui quand même un soutien réel. Et d'ailleurs, déjà, quand on habite une grande ville, on ne peut se payer un appartement que si on est deux. Alors, il faut commencer par là. Et après tout, c'est bien vrai qu'il faut être logé. Alors, je ne dis pas que Labour est devenu le fonctionnaire du logement, hein, c'est pas ça. Mais enfin, je perçois moi-même, et je comprends que ça existe, cette espèce de désir de sécurité qui est en même temps greffé sur une désorientation fondamentale, à la fois du monde et de la jeunesse. Désorientation parce que où on va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, etc., est devenu incertain, indécis et brouillé. Et donc déjà, reconstituer une petite cellule solide et théoriquement unifiée, je comprends qu'on le désire. Je comprends qu'on le désire. Mais c'est aussi un symptôme, exactement comme le mariage pour tous, c'est un symptôme ambivalent. On peut dire, bon, c'est déjà construire une petite cellule de résistance dans un coin, être d'accord à deux ou à un petit groupe. Mais c'est aussi une normalisation sécuritaire. Voilà. Alors, dernière question. Vous avez cité tout à l'heure « Si tu m'aimes, je t'aime ». On peut ajouter la suite « Si tu m'aimes, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. » J'ai jamais compris ce que ça voulait dire, ce « prends garde à toi ». Vous pouvez nous expliquer? Oui, je vais vous l'expliquer. Vous oubliez de dire que c'est Carmen qui parle. Bah oui, Carmen, ah oui, mais c'est important. Enfin, c'est important. Parce que Carmen se présente alors véritablement comme une figure féminine transgressive, très transgressive dans les conditions de l'époque. Donc elle est essentiellement présentée comme une sorte d'implacable séductrice. C'est-à-dire, elle choisit, c'est elle qui choisit les hommes. C'est celle qui choisit les hommes. Mais il faut bien, elle est en train de dire à ce brave Don José, dont elle a bien vu que c'était un plouc d'une certaine manière, elle est en train de lui dire, et que c'est la raison pour laquelle elle va lui préférer le Matador, hein. Elle a vu que lui c'était un brave gars. L'opéra le montre tout à fait comme ça, hein, quand il chante ma maman, etc., ma maman dans les collines, bon. Donc c'est un plouc, Don José, un brave plouc. Elle va le transformer en bandit. Enfin, elle l'a averti. Elle l'a averti. Tu es sympathique, je t'aime bien pour le moment. Hein, je t'aime bien pour le moment, je vais te prendre comme amant, il n'y a pas de problème, tu peux coucher avec moi. Bon, après, le beau, il va falloir qu'il devienne déserteur, bandit, traqué, et en plus qu'il supporte le Matador. Mais elle avait bien raison, elle est sincère, cette femme, Carmen. Elle lui dit, attention, tu m'aimes. Bon, si tu m'aimes, je vais t'aimer parce que tu es un brave gars, mais prends garde à toi. Prends garde à toi. Et ça, c'est quand même le mode par lequel Carmen est une des figures possibles de la souveraineté féminine. Petite pause de communisme minimal pour prendre un verre d'eau et retour ensuite au rêve de Méditerranée que nous avons tous. Merci. Merci Alain Badiou.